Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce 7e séminaire, 7e webinaire de la série Un jour, une start-up. Je suis Gaëlle Pinson, la directrice générale du Hub Francia. Le Hub Francia est une association dont la mission est d'accélérer l'appropriation de l'IA par ses membres des grands groupes, des start-up, PME, ETI. Un jour, une start-up, c'est une initiative que nous avons lancée pour mettre en lumière les solutions IA des start-up du Hub Francia appliquées à des cas d'usage métiers. Ces webinaires sont donc l'occasion de se familiariser avec des applications très concrètes de l'IA. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Another Brain, une belle scale-up française labellisée French Tech 120 qui développe une nouvelle génération d'IA capable d'apprendre sans supervision humaine, d'expliquer ses décisions, bio-inspirées, qui fonctionne sans big data ni connexion au cloud et en temps réel avec une consommation très faible d'énergie. Another Brain est un membre actif du Hub Francia et fait également partie du programme PAC-IA, la mesure emblématique du plan IA 2021 de la région Île-de-France que le Hub Francia pilote pour le compte de la région, un programme d'accompagnement personnalisé de 3 mois permettant à une ETI PME de développer des solutions IA dans la mise en place d'un prototype avant industrialisation, mais donc un vrai projet concret d'IA, son premier projet concret d'IA, et Septodon y a participé avec Another Brain. Je vais passer sans plus attendre la parole à Christian Verbruge, directeur Business Unit Industrie de Another Brain, et à Jérôme Bruzo, Product Manager de Another Brain. Peut-être une toute petite remarque pratique, un chat où vous pouvez networker, des questions, une rubrique questions où vous allez poser vos questions que nos experts vont prendre au fur et à mesure, et un sondage auquel nous vous invitons à participer à la fin. Très bon webinaire. Christian, Jérôme, c'est à vous. Bonjour. Donc, je suis Christian Verbruge, je suis le directeur de la Business Unit chez Another Brain. Je suis avec Jérôme Bruzo. Bonjour à tous. J'aimerais tout d'abord vous remercier de ce webinaire au WebIA, avec laquelle on a une très bonne collaboration. Et je remercie aussi le WebIA sur le projet PAC-IA, sur lequel on a développé une solution innovante pour le contrôle qualité avec la société Septodon, qu'on vous montrera à la fin de cette présentation. Attendez, il faut que j'appuie sur les boutons. Voilà. Donc, les thèmes de notre présentation, c'est comment augmenter l'efficacité industrielle aujourd'hui dans ce milieu qui est le Covid-19. On va avoir plusieurs étapes dans notre présentation. Un rappel de l'industrie aujourd'hui, et ensuite de faire un petit développement sur l'IA dans l'industrie et une petite vue d'ensemble. Ensuite, on va parler rapidement des ambitions d'Another Brain et de préciser notre présentation sur le contrôle qualité dans l'industrie qui va de l'automobile au consumer goods. Et on vous montrera un exemple de ce projet et du contrôle qualité qu'on peut développer, flexible et adaptable à beaucoup de besoins. Rapidement, un petit rappel sur l'industrialisation dans le monde. Dans les années 1800, c'était la première révolution industrielle. Cette première révolution industrielle était basée sur la vapeur, donc les premières machines qui étaient poussées par une puissance à la vapeur. Ensuite, la deuxième révolution qui a été beaucoup plus rapide dans les années 1900, qui a amené donc par l'intermédiaire du gaz et du pétrole et aussi l'électricité, qui a permis d'avoir des machines beaucoup plus autonomes et plus rapides pour transformer les matières en produits. Dans les années 80 est apparu les automates programmables qui ont permis dans les lignes de production d'avoir une plus grande flexibilité et d'avoir plus en plus d'outils de production comme la robotique ou des systèmes beaucoup plus performants avec des microcontrôleurs. On est aujourd'hui dans la 4e génération, qu'on appelle la révolution industrielle. On passe du mode Internet, microcomputing,
à un mode où tous les objets sont connectés. C'est-à-dire qu'on aura des RFID sur les pièces, les robots sont connectés dans un monde virtuel, on programme l'ensemble de l'usine grâce à des simulations et qu'on envoie directement dans le monde réel. Cette quatrième génération amène beaucoup de problématiques, c'est la gestion de toutes ces données, que ce soit les données visuelles, les données de tous les capteurs, et donc comment on arrive à en fait intégrer toutes ces informations. Et il y a aussi la grande transformation de la quatrième génération, de la troisième génération de l'industrie, c'est aussi la flexibilité de nos productions. On n'est plus dans le Fordiste avec une seule ligne de production, mais aujourd'hui on est dans une ligne de production flexible où les besoins clients changent régulièrement. On doit avoir une ligne de production qui soit capable de passer plusieurs produits rapidement et avec une grande efficacité. Et donc, ça amène énormément de problèmes en interne pour développer ces usines, ces nouvelles usines, et aussi comment on adapte rapidement le changement de production et les changements de produits dans l'usine. Et donc, c'est là où il y a toute la force de l'intelligence artificielle qui va permettre de ce changement. Alors, on le voit aujourd'hui, il y a énormément d'investissements dans l'intelligence artificielle. On voit que la France a commencé à investir 1,5 milliard d'euros dans l'intelligence artificielle. On a par exemple le projet Pakia aussi dans la région Île-de-France. Les grands groupes investissent énormément aussi dans l'inspection et l'intelligence artificielle pour améliorer et rendre beaucoup plus flexible leur ligne de production. Donc on voit qu'il y a un mouvement énorme de l'intelligence artificielle aujourd'hui pour permettre d'avoir une usine connectée, une usine simple d'utilisation et une usine flexible pour le futur. Une petite vue d'ensemble de l'intelligence artificielle. Toutes les machines aujourd'hui dans les usines fonctionnent par des instructions qui ont été préprogrammées. On passe beaucoup de temps peut-être à mettre une machine en route, peut-être 3 à 4 mois, lorsque la machine est introduite dans l'usine. Un système de vision, par exemple, industriel aujourd'hui, lorsqu'on l'installe dans une machine, ça prend à peu près 1 mois pour avoir toutes les données et décrire correctement les instructions pour, par exemple, contrôler la qualité de la pièce dans la ligne de production. Dans les années 80, une nouvelle forme d'intelligence artificielle est apparue, c'est le deep learning, grâce à la puissance de calcul qui ont été apportées par les GPU, par exemple. Cette façon de travailler permet rapidement de développer des algorithmes avec des données d'entrée, qui sont par exemple des images, et des données de sortie, c'est ce qu'on veut trouver. Donc cet apprentissage est assez long, il faut beaucoup de données, et on le fait généralement dans le cloud. Aujourd'hui, on parle d'une 3e génération d'IA, qui est une approche différente, qui permet de comprendre l'environnement, qui est bio-inspiré, qui par rapport au cortex cérébral, mais aussi par rapport aux insectes sociaux. C'est une IA générative. Je vais laisser la main à Jérôme pour nous donner d'abord une compréhension de ce que c'est qu'un algorithme rapidement et comment on voit, nous, l'IA de demain et d'aujourd'hui. Merci Christian. Alors, qui sommes-nous au Nozzlebrain? Nozzlebrain, c'est une entreprise française qui a été créée en 2017 et qui regroupe une équipe de 57 experts internationaux. Hein, ça va du Brésil jusqu'à la Chine. Et cette équipe travaille pour développer des IA de nouvelle génération qui sont, comme l'a dit Christian, bio-inspirés. Nozzlebrain, ça a été fondé par Bruno Maisonnier, que vous connaissez peut-être, car il avait aussi fondé auparavant Aldebaran Robotics. Aldebaran Robotics qui a conçu les robots humanoïdes Nao et Pepper. Nous avons levé l'année dernière 35 millions d'euros de fonds et on a été également lauréat de la French Tech 120. Donc la French Tech 120, si vous ne connaissez pas, c'est un programme du gouvernement français pour mettre sur le devant de la scène des entreprises de la tech qui ont un fort potentiel. Alors chez Nozzlebrain, qu'est-ce qu'on fait? Chez Nozzlebrain, notre ADN, ça va être d'avoir une approche singulière sur tout ce qu'on entreprend, c'est-à-dire penser différemment, faire différemment et essayer d'avoir, de viser en fait une efficience vraiment la maximale possible. Ça, on l'applique dans tout ce qu'on fait et on l'applique dans toutes les technologies d'IA qu'on développe.
Aujourd'hui, on a deux grands types d'IA que nous développons. Une IA qui est déjà opérationnelle, qu'on utilise dans notre système de contrôle qualité, qui est vraiment orientée pour l'instant pour l'industrie 4.0. Et on a une autre forme d'IA, une IA qui est vraiment disruptive, qui va être complètement différente du deep learning actuel, qui va s'inspirer du fonctionnement du cortex cérébral et également, Christian l'a déjà évoqué, de l'organisation sociale de certains insectes sociaux comme les abeilles et les termites, et en fait qui se base sur l'émergence d'un comportement complexe à partir de règles très simples. Donc cette IA disruptive, on l'appelle Organic AI, et c'est vraiment une IA qu'on développe sur une vision à long terme de l'entreprise. C'est vraiment voilà, c'est un cheminement qui amène à quelque chose de très nouveau. Toutes les technologies d'IA que nous développons chez NoseBrain, elles partagent un socle commun de caractéristiques qui pour nous sont essentielles. C'est ce que vous pouvez voir en dessous. Donc, c'est la frugalité en données, la frugalité en énergie. On a besoin de big data. Il nous suffit de quelques exemples en fait, pour commencer à être efficace. Nos IA travaillent en local, pas besoin d'avoir du cloud, pas besoin d'exporter les données à l'extérieur. Et ça, on va le revoir, mais c'est très important pour l'industrie parce que l'industrie veut contrôler les données produites en usine. Nos IA sont explicables. Elles vont expliquer comment elles arrivent à leurs résultats et elles sont capables d'apprendre en continu et sans la supervision d'un humain. Alors, comment Jérôme, vois-tu l'application de cette nouvelle génération d'IA, Organic AI, dans le monde? Alors, l'avantage de notre IA, c'est qu'elle est vraiment très généraliste et très flexible. Elle peut travailler sur tout type de données en entrée, tout type de signaux, que ce soit du 1D, par exemple des signaux sonores ou des vibrations, 2D de l'image, par exemple, ou même 3D, des structures en 3 dimensions. Cette flexibilité fait qu'on peut adresser un panel de use case très très large et donc peut s'appliquer à un grand panel d'industries différentes. Donc aujourd'hui, on est sur de l'automatisation industrielle, mais demain, on pourra être sur de la smart city, sur de la voiture autonome ou d'autres types de marchés. Alors, donc, comment vois-tu les perspectives de cette intelligence artificielle qui est en dehors du deep learning? Ouais. Alors, notre IA Organic AI, qui s'inscrit dans cette vision à long terme, aujourd'hui, on la développe sous une forme de software et à terme, elle sera également mise sur une puce, donc une puce hardware. L'avantage d'avoir ça sur une puce, c'est qu'on devient beaucoup plus frugal du coup, en énergie et on peut l'installer n'importe où. On peut l'installer derrière un capteur intelligent, dans un appareil électronique, et en faisant ça, en fait, on apporte de l'intelligence à cet appareil, à ce capteur. Quand je parle d'intelligence ici, on est au-delà en fait de l'analyse algorithmique qu'on peut avoir avec du deep learning classique. En fait, cette IA, elle va être vraiment capable de comprendre, d'avoir une compréhension de ce qu'on lui donne, et du coup, d'avoir une vraie intelligence, une vraie réflexion qui n'existe pas en fait actuellement dans le deep learning. Alors, le deep learning, c'est très très bien, c'est extrêmement performant, c'est plus performant que les humains dans de nombreux cas, mais c'est vraiment uniquement une analyse, ça n'apporte pas une réflexion. Ce qu'on veut apporter avec Organic AI. Le but de tout ça, et le but de NoseBrain, c'est qu'avec cette technologie, on pourra aider les entreprises et aussi les particuliers à régler des problèmes complexes. Donc, j'ai fait le tour de NoseBrain, je vous ai présenté un peu quelles étaient nos ambitions. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet du contrôle qualité, et je repasse la parole à Christian qui va vous introduire ce contrôle qualité. Oui, merci Jérôme de me passer la main. Donc, globalement, le contrôle qualité dans l'industrie 4.0, aujourd'hui, ça va dans n'importe quel métier industriel, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans le cosmétique ou dans les biens pour les personnes. Ce contrôle qualité aujourd'hui, ce contrôle qualité est utilisé par les opérateurs. Il y a des machines qui sont implantées dans les usines directement, ou qui sont séparées dans des centres de métrologie ou directement dans la production. La problématique qu'on a actuellement, c'est que dans l'usine 4.0, il faut être capable
de changer rapidement les programmes de la machine de contrôle qualité, d'être capable aussi qui doit être proche de la machine, d'être capable aussi de s'adapter à la production et de s'adapter aussi aux contraintes des clients finaux qui demandent de la qualité de plus en plus importante. Beaucoup d'industriels, par exemple automobiles, aujourd'hui demandent 0 ppm, c'est-à-dire 0 défaut par million de pièces. Aujourd'hui, l'industrie sous-traitante automobile est à peu près à 5-7 ppm pièces par million. Ce qui n'est pas beaucoup, mais comment on trouve en fait cette aiguille dans une mode de foin, c'est grâce à des systèmes qui sont implantés dans l'usine. Et l'implantation est complexe parce qu'il faut aller chercher cette aiguille dans la mode de foin. Ce sont les opérateurs qui contrôlent la qualité quotidiennement. Ça apporte énormément de difficultés visuelles, auditives. Donc, il y a les opérateurs des problèmes de santé. L'idée n'est pas de changer la personne par un système d'intelligence artificielle, mais c'est d'être son compagnon. L'intelligence artificielle apprend de la personne. Elle va continuer à apprendre par rapport à des besoins de qualité. Donc, c'est son compagnon au quotidien. Ça va lui permettre de faire autre chose dans l'usine, d'être plus efficace par rapport à ses besoins d'industrialisation. Donc, il va s'occuper plutôt dans le changement de la production, d'être beaucoup plus rapide à développer des changements de production, à programmer par lui-même le contrôle qualité. On veut dire par là, c'est que l'opérateur reprend le pouvoir sur le contrôle qualité. Ce n'est pas des instances séparées qui contrôlent la qualité, mais c'est son compagnon de tous les jours. Alors, ce contrôle qualité se retrouve un peu partout dans l'usine. Il ne va pas être qu'en famille. On aura du contrôle qualité vision, qui permet, aujourd'hui, il y a énormément de postes contrôle qualité, parce que c'est assez complexe, de dire, voilà, c'est une pièce bonne, une pièce mauvaise, par exemple une éraflure, une pièce est cornée. Donc, il faut un contrôle qualité performant, mais qui ne dépend pas de l'être humain. Donc, ça va permettre d'avoir un système qui est robuste, par rapport à la demande finale du client. On peut avoir des contrôles qualité qui sont autres que la vision, par exemple le son. Ça peut permettre aussi d'identifier des problèmes sur les machines ou sur le produit qu'on développe. Mais l'IA ne s'arrête pas là. L'IA va permettre aussi de rendre beaucoup plus efficace et efficient la production on pourra mettre en fait cette intelligence dans les robots pour faire par exemple du bin picking, c'est-à-dire de prendre des pièces en vrac. On pourra aussi mettre cette IA pour s'adapter aux besoins du client et de l'usine rapidement, sans apprentissage et sans programmation. L'IA en fait apporte l'adaptabilité et la non-programmation par un ingénieur ou un expert. On a fait énormément d'études avec les clients sur comment devrait être le contrôle qualité dans l'industrie 4.0. Et là, je vais laisser la parole à Jérôme qui va faire un résumé de tous les points qu'on a pu identifier sur le contrôle qualité qui devrait être intégré dans l'usine 4.0. Donc, effectivement, on s'est réunis avec nos partenaires industriels autour d'une table. C'était avant le Covid, donc on pouvait faire ça. Et on a effectivement défini quel serait le système de contrôle qualité idéal pour eux. Donc, quels étaient leurs besoins en termes de qualité, en termes d'intégration du produit dans leur usine. Et on a comparé avec ce qui existait déjà, des systèmes qui étaient déjà dans les usines, en essayant de voir sur quels paramètres ces systèmes ne remplissaient pas ou étaient compliqués à utiliser pour l'industriel. Donc, on a dressé cette liste qui, en fait, s'articule autour de 3 points, on va dire, majeurs. Ça va être la simplicité d'utilisation, ça va être la rapidité de mise en service, et évidemment, ça va être aussi la performance du système. Donc, ces points, je vais vous faire la liste. Donc, on a besoin d'un système qui soit très rapidement installable, donc 30 minutes, on a estimé à 30 minutes le temps d'installation après l'ouverture du carton. Il faut que ce système soit utilisable dès le premier jour d'installation, dès le premier jour de production. On ne peut pas attendre des semaines ou des mois comme ça peut être actuellement le cas pour que le système puisse fonctionner.
il faut qu'il soit simple d'utilisation. N'importe qui devrait pouvoir l'utiliser, y compris les opérateurs. Il faut qu'il puisse s'améliorer au cours du temps. Évidemment, l'utilisation des big data est proscrite puisque on ne peut pas non plus demander à l'industriel de nous fournir des centaines, voire des milliers d'images de ces pièces avant même de commencer la qualification des pièces. C'est vraiment pas possible pour eux. On veut que le système ne nécessite pas d'experts ni pour l'installation, ni pour la configuration, ni pour son utilisation. Donc, pas d'experts, pas d'infrastructure IT qui soit dédiée au maintien de notre système. Évidemment, la question de la sécurité est extrêmement importante pour l'industriel. Donc, il faut travailler en local. On ne peut pas exporter les données dans le cloud. Et il faut que ce système qu'on développe, ça c'est plus de notre côté, notre point de vue, il faut qu'il puisse être utilisé sur tout un tas de use cases et tout un tas d'industries différentes parce qu'on ne veut pas développer des solutions individuelles pour chaque type de partenaire. Fort de ce constat, fort de cette liste de demandes, on a développé un produit de contrôle qualité qui embarque l'IA, et l'IA permet en fait de répondre à toutes ces demandes, à tous ces besoins. Donc tu es en train de dire que là, on a développé un produit qui correspond à peu près à tous les points qu'on a énoncés tout à l'heure. C'est exactement ça. Bien. Voilà. C'est exactement ça. Donc là, vous avez une représentation de notre produit. Donc, de quoi il se compose ce produit? Il y a un bras robotique qui est un bras collaboratif, c'est-à-dire qu'il peut travailler à proximité de personnes et assurer la sécurité de ces personnes. Au bout de ce bras, on a un système de lampes et de caméras. Donc là, vous pouvez voir la partie noire, en fait, c'est la chambre optique où se trouve la caméra. Donc ce système nous permet de prendre les images. C'est un système qu'on a développé en interne et qui est capable d'éclairer la pièce, et cet éclairage est intelligent. Alors intelligent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va pouvoir modifier l'angle, la direction de l'éclairage, l'intensité de l'éclairage pour avoir les meilleures conditions possibles de prise de vue. Et cet éclairage intelligent, en fait, il décharge l'utilisateur de la complexité de la prise d'image. Donc, le système, du coup, est simple. N'importe qui peut faire de la prise d'image et on a les meilleures conditions possibles pour cette prise d'image. On a également une box qui renferme notre système et notre intelligence artificielle. Et aussi, on a développé en interne une interface utilisateur, une interface graphique, qui peut être utilisée en tactile ou sur un écran classique avec clavier souris. Et cette interface, elle a été pour nous extrêmement importante, puisque c'est par là que l'utilisateur utilise la solution, évidemment, et il a fallu la rendre du coup la plus simple possible, et pour que n'importe qui puisse l'utiliser sans même avoir reçu de formation ou même avoir lu une notice épaisse comme un doigt. Très bien. Alors comment on configure ce système Alors, Jérôme? La configuration, elle est simple, c'est le but. Elle se fait en 3 étapes. Donc après ouverture du carton, on va installer le système, monter le bras robot, monter la lampe sur le bras robot, on va brancher tous les câbles. La deuxième étape, c'est qu'on va pouvoir configurer la pièce qu'on veut analyser. Donc pour ça, très simple, on a notre pièce devant nous. On va pouvoir déplacer en fait la lampe à la main, grâce au bras collaboratif. En fait, on peut vraiment bouger ce bras de la façon dont on veut. Donc on va bouger la caméra, on va la placer au-dessus de notre pièce et on va enregistrer les points de contrôle sur la pièce qu'on veut analyser. Une fois ces points de contrôle enregistrés, on a fini la configuration et on va entraîner l'intelligence artificielle sur ces points de contrôle en montrant une dizaine de pièces environ. Pardon, il manquait la dernière étape, puisque une fois qu'on a fait cet entraînement, le système est opérationnel, il peut faire de l'inspection sur les pièces et on peut directement faire du contrôle qualité sur la ligne. Alors, ce qu'on a voulu, c'est d'avoir un système qui soit vraiment complet et qui contienne tout ce qu'il faut pour assurer le contrôle qualité, qu'il n'y ait pas besoin d'autres éléments sur la ligne pour faire ce contrôle qualité. Il y a une chose qui est très importante qu'on a relevée en allant visiter en fait, les usines de nos partenaires, c'est que en fait, la qualité, finalement, c'est assez subjectif. C'est-à-dire que pour certains clients ou pour certains types de produits,
une petite rayure, une petite éraflure sur le produit, c'est pas très grave, ça n'empêche pas la fonctionnalité du produit et ce n'est pas considéré comme un défaut. Pour un autre produit, au contraire, la même éraflure va, elle, être grave parce qu'elle va abîmer l'aspect du produit. Et dans ce cas, c'est considéré comme un défaut. Donc cette subjectivité, elle existe partout dans le contrôle qualité. Et c'est très compliqué de programmer une IA a priori pour faire la différence. C'est même impossible. Et pour résoudre ce problème, en fait, on a un système qu'on appelle, nous, Continuous Learning dans notre produit, et qui va permettre, alors non seulement d'améliorer les performances au cours du temps, parce qu'on aura de plus en plus de données, on va pouvoir du coup avoir plus d'exemples, mais également, ça va permettre de faire un échange très simple en fait, avec l'utilisateur, où l'utilisateur va pouvoir indiquer si le défaut vu doit être considéré comme un défaut ou non, et notre système va pouvoir apprendre à partir de ça, et donc vraiment se personnaliser pour le produit donné, le produit qui est inspecté. Ça, c'est la première chose très très importante de notre système. La deuxième chose, donc je l'ai déjà évoqué, c'est notre interface utilisateur qui est simple d'utilisation, qui n'a pas besoin l'utilisateur peut l'utiliser sans avoir besoin d'avoir suivi une formation. Et en fait, cette interface, elle va expliquer ce qu'elle fait, elle va expliquer quelles actions sont possibles pour vraiment avoir quelque chose de très simple. Et le dernier point que je voulais évoquer, c'est le monitoring. Donc ça, c'est vraiment une demande de nos clients qui est très forte, c'est d'avoir un suivi statistique de toute la qualité, qui soit à la fois visible dans le produit et aussi exportable pour s'ils ont d'autres services IoT dans leur usine, s'ils veulent centraliser leurs données, on peut également exporter ces données. Alors, Jérôme, donc aujourd'hui, avec ce que tu nous as montré, quelles sont les perspectives industrielles avec ce type de contrôle qualité qui répond aux besoins de la nouvelle façon de produire, l'industrie 4.0, flexibilité et adaptabilité, on appelle ça la mass customization. Donc, comment tu vois le futur et comment tu vois la réponse de l'intelligence artificielle sur le contrôle qualité? Donc, tu l'as déjà évoqué, Christian, on a vu l'automatisation, c'est un enjeu majeur de la réindustrialisation du tissu industriel français, mais également de l'Europe. Et on a bien, je pense, expliqué que l'IA s'inscrivait était un outil très, 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 très performant pour permettre cette automatisation. Notre produit s'inscrit dans cette vision. Et si on devait retenir que deux choses sur notre produit, c'est d'abord que l'IA qu'on apporte permet d'avoir une flexibilité et une performance très importante par rapport à ce qui se faisait avant l'IA. Et la deuxième chose, et ce qui est pour nous presque encore plus important, c'est que l'IA permet de redonner le contrôle du contrôle qualité à l'opérateur. En fait, on va aider l'opérateur à faire son contrôle qualité de la meilleure manière possible. En fait, tu es en train de dire que l'IA transforme les choses complexes en simples. Voilà, exactement. L'IA permet de simplifier les choses. En fait, l'IA s'occupe de la complexité pendant qu'on donne quelque chose de simple à l'opérateur. Aujourd'hui, on est sur le contrôle qualité, mais notre objectif, sur le moyen terme, ça va être d'adresser d'autres besoins sur la ligne industrielle, comme l'a expliqué tout à l'heure Christian. Donc maintenant, on a un peu balayé l'utilisation de l'IA dans le contrôle qualité, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant vous montrer un cas pratique, un cas d'usage qu'on a adressé avec Septodon. Donc je vais laisser Christian reprendre la main et vous expliquer un peu le contexte de ce test-là. Alors oui, moi je trouve que ce projet est une belle histoire et je pense que les personnes du VIA France le pensent aussi. Et Septodon, j'ai été donc à une réunion PACIA chez VIA France et j'ai trouvé ce projet très intéressant. J'ai fait pas mal de projets collaboratifs, mais celui-là il est très bien parce qu'il est rapide. En 3 mois, pouvoir avoir une solution rapide et trouver des opportunités de développement de l'intelligence artificielle dans les ateliers des PME. Donc ce projet donne beaucoup d'énergie et permet à 50% à l'entreprise qui travaille sur ce paquet avec un fournisseur d'intelligence artificielle de pouvoir faire un POC sur une problématique en interne.
Septodon, c'est un leader mondial sur les cartouches d'anesthésiants pour les dentistes, chirurgiens dentistes. Septodon, j'ai rencontré à travers le Hub France Septodon, le patron de la production, Jean-Marc Corde, et en discutant avec lui sur sa problématique de production. Aujourd'hui, ils ont plusieurs problèmes et on a fait le focus sur un des sujets qu'ils avaient en cours dans leur production. Donc le contexte de ce projet, c'est aujourd'hui, ils ont une machine sur laquelle ils doivent introduire 600 cartouches par minute et ces cartouches seront emballées dans un carton, dans une petite boîte. Chaque boîte doit être inspectée avant de rentrer dans la machine pour détecter avec une backlight, on appelle ça dans l'industrie, pour détecter les défauts de craquelures, les copeaux, en fait ce sont des cartouches en verre. Ça pose énormément de problèmes dans leur production, parce qu'aujourd'hui cette inspection est visuelle. Donc quels étaient les objectifs qu'on devait atteindre par rapport à cette faisabilité? La première, c'est de réduire donc, le nombre de pièces, de cartouches défectueuses. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça demande une forte inspection et ils veulent augmenter la robustesse de l'inspection. Et aussi de pouvoir récupérer des données de qualité par rapport aux fournisseurs. Ils ont à peu près une dizaine de fournisseurs, donc il faut pouvoir donner donc, de l'information sur la qualité qu'envoient les fournisseurs à Septodon. Au niveau du business, c'est que chaque cartouche qui est abîmée, qui rentre dans la machine, va créer en fait des problèmes de maintenance. Les petits copeaux de verre qui rentrent dans la machine vont user les joints, vont user la mécanique, et donc ça entraîne énormément de coûts de maintenance sur la machine. Donc c'est aussi un objectif business de pouvoir avoir un système de contrôle de qualité qui permettra de réduire les coûts de production. Le dernier problème qui est important, c'est la santé au travail. Comme vous avez pu le voir sur la photo, la personne regarde quotidiennement donc, à travers une lumière très forte pour voir s'il y a des défauts sur les cartouches. Donc c'est une tâche assez répétitive. Donc j'ai laissé la parole à Jérôme sur comment on a pris ce problème avec Septodon. C'est un vrai partenariat qui s'est fait à 3 avec EBIA France, Septodon et Another Brain, qui a permis de trouver une solution prospective sur le contrôle qualité des cartouches au début de la production. Jérôme, à toi. Merci. Merci Christian. Donc en fait, ce POC qu'on a réalisé avec Septodon, on l'a divisé en 3 phases. La première, ça a été d'évaluer d'abord évidemment la faisabilité du POC et la faisabilité de notre solution pour leur problématique. Donc ça a été effectué dans nos laboratoires, dans nos bureaux de Nosoblane. Une fois qu'on a bien vérifié, qu'on a bien évalué et qu'on a décidé qu'effectivement tout fonctionnait bien et qu'on détectait bien les défauts comme convenu sur les pièces de Septodon, la deuxième étape, ça a été d'installer un système dans leur usine et de vérifier qu'en conditions réelles, on reproduisait bien les résultats qu'on avait obtenus en laboratoire. Ça a très bien fonctionné également et on est revenu du coup à la maison. Et la troisième étape, pour la troisième étape, qui a été de en fait reproduire ce test sur un très grand nombre d'échantillons et d'avoir une évaluation des performances beaucoup plus précise que ce qu'on avait fait précédemment. Donc là, ce que vous pouvez voir sur l'image, c'est un de nos prototypes qui est en train de scanner la barquette de tube. Donc concrètement, en fait, on a le robot qui va bouger la caméra, donc la lampe avec la caméra. Donc ce système va bouger, va scanner en fait toute la barquette en faisant des allées et venues pour vraiment pouvoir voir tous les tubes. Et à partir de là, on fait notre analyse. Alors, notre analyse se fait en temps réel. On va passer à... Et voilà le type d'image qu'on peut avoir. Donc là, on voit juste une image d'un bord de la barquette. Ce qu'on peut voir... alors, moi, je trouve ça incroyable. Hein. Une image, il y a des tubes qui sont un peu partout. Ouais. On a aussi la forme de la barquette. On est capable, dans
dans cet environnement vraiment aléatoire, de pouvoir retrouver un défaut sur un étude. Ouais. Ça, c'est vraiment la force de l'IA appliquée au traitement d'image. C'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir des images très complexes avec une très grande variabilité dans l'image et pourtant garder des performances et détecter vraiment ce qu'on veut détecter. Donc là, vous voyez que les tubes, effectivement, comme tu disais, Christian, ils sont éparpillés. En fait, ils ne sont jamais à la même position parce qu'ils ne sont pas collés les uns aux autres. Il y a des espacements, ce qui fait qu'il y a du jeu, il y a des tubes qui bougent dans tous les sens. Il y a le bord de la barquette qui est blanc, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a appris. Et puis, malgré ça, en fait, on arrive quand même à bien visualiser et à bien localiser, à bien segmenter, dans le jargon un peu technique, les défauts sur les images. Là, on peut voir deux défauts. Nous, au niveau des performances, on a réussi avec notre système à atteindre 100% de détection des défauts. Donc, on est très satisfait de ce cas. Donc là, vous avez encore un autre exemple avec un tube, vous voyez, enfin, dans l'image de gauche, qui est légèrement plus foncé, avec une petite écorchure. Et voilà, notre système arrive à détecter des petites choses comme ça. Donc vraiment l'IA, là, c'est vraiment un cas typique de problème d'image qui ne peut pas être réglé sans IA. Il y a tellement de complexité dans l'image et tellement de variations, même un tube donné en fait n'a pas la même apparence, qu'il soit au centre de l'image ou sur le côté. Ça, c'est des questions de lumière en fait. Et ça, l'IA permet d'apprendre ces choses-là et d'être robuste sur des choses comme ça, là où des systèmes de traitement de vision plus classiques ne pourraient pas du tout résoudre ce cas-là. Et donc, il y avait un autre souci aussi sur ce projet, c'est qu'on avait différents fournisseurs de barquettes. Tout à fait. Et de cartouches. Et donc, la vue de la cartouche et de la barquette n'étaient pas les mêmes. Et donc, en apprenant, grâce à notre intelligence artificielle, les différentes possibilités de fournisseurs et de cartouches, on était capable de créer une intelligence artificielle assez générale qui permet de détecter des défauts sur n'importe quelle cartouche ou n'importe quelle barquette. Donc, c'était plutôt impressionnant de pouvoir voir, parce qu'en vision industrielle normale, c'est un projet qui était impossible à faire. Donc l'IA a vraiment permis d'aller encore plus loin dans la flexibilité et de rendre en fait un système difficile et complexe, de le rendre simple à l'utilisateur. Aujourd'hui, il n'aura plus qu'à visualiser où se trouve la cartouche défectueuse et la prendre et la mettre de côté. Voilà, c'est ça. Donc on a terminé notre présentation. Merci à tous d'avoir écouté. Oui, et, merci puis, encore, oui. Et puis du coup, on attend vos questions avec impatience. Ah, je vois, il y a déjà des questions qui arrivent sur le... Ah, on n'avait pas vu, oui. Ouais. Alors, je vais te poser la question. Ouais. Qu'est-ce qui garantit la sécurité des utilisateurs autour du robot? Oui. Alors, donc la garantie de cette sécurité, elle est assurée par plusieurs facteurs. On peut contrôler en fait la vitesse du robot, et en fait le robot a des capteurs dans ses moteurs. Et en fait, le moindre choc sur le robot arrête tout de suite le robot. Donc, ce qui fait que si le robot en fait vient vous toucher, vient au contact, il va s'arrêter automatiquement. Utilisation de OpenCV embarqué. Ouais. Alors, je ne comprends pas la question. En fait, OpenCV, c'est une librairie de traitement de vision. On n'utilise pas ça. Non, on n'utilise pas du tout OpenCV. On a vraiment redéveloppé tout le pipeline de prise de vision et puis de ce qui se passe derrière, donc de l'IA évidemment. On n'utilise pas de librairie externe. Voilà. Tout est développé en interne. Ensuite, il y a une autre question. Bonjour, est-ce que la génération des visualisations de segmentation de défauts est générée par le modèle d'IA en tant que tel, ou bien par un système d'explication fonctionnant autour de votre système, tel que Lime? Non, c'est bien l'IA qui génère la segmentation des défauts. Donc la segmentation des défauts, c'est quand on veut dessiner sur l'image où se trouve le défaut vraiment pixel à pixel. On n'utilise pas Lime, on n'utilise pas d'autres systèmes d'explication. C'est vraiment notre IA qui fait ça. Alors une autre question de RD Blanc. De combien d'échantillons et ou de décisions de l'opérateur a besoin le système d'Anneau de Brain pour prendre ses décisions en toute autonomie? Alors, pour l'entraînement initial, quand on va entraîner en fait la pièce,
il suffit d'une dizaine de pièces différentes. Donc on va montrer des pièces normales, il n'y a pas besoin de montrer des défauts. Le système apprend la normalité, apprend un étalon, et à partir de cet étalon, tout ce qui va sortir en fait qui va être différent de l'étalon va être un défaut. Donc après, la question c'est comment est-ce qu'on met la barre en fait entre ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Donc ça c'est toute la puissance de l'IA, et c'est aussi là qu'entre en jeu l'apprentissage continu, donc le continuous learning. Le continuous learning, il va permettre de renforcer, enfin de voir d'autres cas, et donc ce modèle. Et il peut y avoir des échanges, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure quand je parlais de subjectivité, mais ça peut être dans tous les cas, en fait, il va y avoir des échanges entre l'utilisateur et le système, qui va pouvoir dire là c'est bien un défaut, là c'est pas un défaut, etc. Et grâce à ça, en fait, l'IA, le système va s'améliorer, et la frontière sera bien meilleure, et on considère qu'au bout d'une cinquantaine même d'exemples, ça suffit largement. 50 exemples sur une ligne de production, alors ça dépend de la ligne, mais... ça dépend de la variabilité de la production aussi. Hein. Ouais, ça dépend de la ligne. Si on a une production qui est assez rigide, comme la mécanique, des choses comme ça, on a besoin de plus de données. Mais si on a des objets qui sont vivants, il faut apprendre par exemple un tube ou des choses comme ça, il faut apprendre beaucoup plus d'images pour prendre cet environnement qui est changeant. Mais aujourd'hui, avec des projets qu'on a fait, une cinquantaine d'images, ouais, ça donne un système assez robuste. Mais ce qui est intéressant, c'est que même au cours de la production, on a par exemple un changement de matière qui va engendrer une visualisation différente. On peut entraîner rapidement avec une dizaine d'images ce nouveau modèle de matière qui est apparu sur la ligne de production. Une autre question de Laurent Marchezin, excusez-moi de peut-être mal écrit. Alors, est-ce qu'il y a des limitations pour les objets réfléchissants puisqu'un système d'éclairage est utilisé? Je vais répondre à la question. En fait, il y a plusieurs. Alors, si c'est vraiment réfléchissant, la première chose qu'il faut savoir, une IA, elle voit les choses uniquement si on les voit sur l'image. Donc, un système réfléchissant, fortement réfléchissant, va engendrer donc des difficultés de visualisation parce qu'il va y avoir des reflets. C'est pour ça qu'on a développé cette lampe qui a plusieurs secteurs, plusieurs éclairages, plusieurs puissances, qui va nous permettre d'apprendre en fait à avoir une image parfaite et d'avoir peu de saturation dans l'image. Évidemment, une pièce super réfléchissante, à un moment donné, il faut trouver d'autres solutions d'éclairage pour pouvoir adapter à cette pièce. Mais aujourd'hui, on a développé cette solution pour avoir à peu près 95% des solutions de vision industrielle grâce à cette lampe, parce qu'elle s'adapte en fonction de l'objet qu'on contrôle. Donc Pierre Bleuset a une autre question. Quel type d'information donne l'utilisateur au système dont vous vous inspirez dans vos algorithmes? Non, c'est passé en dessous. Quel type d'information donne l'utilisateur au système c'est mon shootant, pour lever les ambiguïtés? Vocal, écrit? Alors non, c'est pas vocal ni écrit. Alors vocal, ça serait trop compliqué parce que en fait, dans l'usine, il y a un bruit ambiant qui fait que c'est vraiment compliqué d'utiliser la voix. Donc en fait, c'est très simple. Il aura dans l'interface. Alors l'interface est généralement sur un écran qui est tactile, donc il va pouvoir appuyer avec son doigt dessus. On va montrer les images, et si l'utilisateur n'est pas d'accord avec le résultat donné par le système, il aura sûrement juste un bouton disant non, tu t'es trompé, cette image, enfin ce point de contrôle est sans défaut, ou alors ce point de contrôle est avec un défaut. Et juste en faisant ça, avec des échanges comme ça, on améliore à chaque fois les performances. En fait, le système est également capable de connaître en fait les cas limites, les cas où il a un degré de certitude assez bas. Donc il n'est pas vraiment sûr de lui. Il va pouvoir garder ces images-là et les présenter à l'utilisateur. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut, alors ça c'est plus dans l'interface, mais on peut soit décider qu'on traite les images immédiatement dès qu'elles arrivent, on répond à la question si jamais il y a une question, mais on peut décider de garder ces questions pour plus tard, et par exemple, on pourrait très bien imaginer que l'opérateur, lui, il est en train de s'occuper de la machine, il fait d'autres choses à côté, donc il n'a pas vraiment le temps d'interagir trop avec la machine. Et du coup, il va y avoir un responsable qualité qui sera lui tranquillement à son bureau dans l'usine, et il pourra aller sur l'onglet de ces échanges de questions et répondre lui-même aux questions.
Alors, j'ai une autre question de Mathieu Tiboust. Quelles sont les caractéristiques du néocortex dont vous vous inspirez dans vos algorithmes? Également, comment vous comparez-vous par rapport à des entreprises comme Numenta à l'interface de l'IA et de la compréhension du néocortex Jeff Hawkins? Alors, je vais laisser répondre à cette question. Tu me réponds? D'accord. Alors, quelles sont les caractéristiques du néocortex? Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est-à-dire que le néocortex, il a une organisation assez particulière, c'est-à-dire qu'il y a des groupes, voilà, des colonnes corticales. Donc en fait, c'est des groupes neuronaux qui vont avoir des fonctions assez particulières et assez spécialisées. Et ces groupes neuronaux sont disposés à différents niveaux et vont communiquer évidemment avec d'autres groupes neuronaux, soit de la même couche, soit des couches supérieures et inférieures. Et on peut voir que suivant la couche où on se trouve, on va avoir des concepts plus ou moins précis. Donc, si je donne un exemple pour le néocortex visuel, au début, on va avoir des colonnes corticales qui vont voir du bleu, du rouge, du vert, de la lumière, etc. Et puis ça va monter, et puis ça va commencer à construire des concepts d'images, des carrés, des triangles, machin. Et ça va remonter, et à la fin, on aura la compréhension qu'en fait, on est en train de regarder un chat. Voilà. Et voilà, nous, on s'inspire de ça. Alors, je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais c'est comme ça que ça marche. Alors, Hervé Blanc a une autre question. Pouvez-vous nous montrer à quel type d'UX l'opérateur aura à faire? Donc voilà, c'est pour ça que j'ai montré ce slide. On voit ici donc l'opérateur a à faire donc directement une interface machine sur lequel il pourra avoir pièce bonne, pièce mauvaise, l'historique des pièces qui ont été bonnes et mauvaises, et sur la même pièce, on peut même avoir différents points de contrôle. Donc là, l'opérateur voit directement. Donc l'idée, c'est que de cette interface machine, c'est aussi d'expliquer où est le problème sur la pièce. Et donc l'opérateur, lorsqu'il va avoir une pièce défectueuse, il pourra identifier où se trouve le problème, aller voir la pièce, peut-être remettre le connecteur qui a été débranché, par exemple, c'est juste ça, et relancer la programmation. Donc tout est intégré dans le logiciel. Donc ce sont des pages HTML. On peut avoir un écran qui montre ces pages ou sur la ligne de production de l'automatisme. Donc là, l'interface machine est directement connectée avec un touchscreen, on peut dire pièce bonne, pièce mauvaise. L'autre point qui était une question, l'interface machine-to-machine, on a développé un protocole qui s'appelle Profinet pour le dialogue avec l'automate. Et l'année prochaine, on développe OPCUA, qui est un protocole beaucoup plus large qui permettra de se connecter dans toutes les lignes. J'espère que j'ai répondu à la question de Laurent. Donc il y a Mouna Kitab qui pose quel est le seuil de robustesse du modèle accepté? Ça, c'est plus au client de décider s'il accepte la robustesse. Alors, en fait, ça va dépendre du contrôle qualité, du besoin client. Par exemple, chez Septodon, c'était il fallait avoir 5% de faux positifs. L'objectif, donc par barquette, par paire de barquettes. Donc il fallait à peu près 2,5% par barquette. Il faut savoir que dans une barquette, il y a à peu près 300 cartouches. Donc c'est un taux qui est très, très, très bas. Mais ça va dépendre du contrôle qualité de chaque société. Déjà, il y a des gens qui sont contents d'avoir un contrôle qualité visuel, autonome, et qui est capable de s'adapter en fonction du besoin du. Par exemple, il y a des sociétés qui sont très intéressées par ces solutions d'intelligence artificielle parce qu'ils font des petites productions. Donc, de mettre en place un système de vision standard, c'est complexe parce qu'il faut tout programmer. Donc là, il suffit de prendre, par exemple, des cartes électroniques, une dizaine de cartes électroniques, et on est capable de contrôler les qualités de 200 pièces. Une autre question, pouvez-vous comparer votre système avec des outils de l'état de l'art, deep learning, avec des métriques d'accuracy, précision, F1 score, avez-vous des chiffres pour voir le gain de perte par rapport à des systèmes de type deep learning? Non, je pense qu'on n'a pas fait de comparaison avec. Non, on n'a pas de chiffres. Par contre, on a fait notre R&D a prouvé que nos algos qu'on utilise sont beaucoup plus performants que les algos sur des papiers qui sont sortis. Donc on a comparé nos algos, mais je ne peux pas vous dire dans le détail, par rapport à des papiers qui sont sortis dehors sur Internet. On a comparé nos algos et on a montré que nos algos sont bien plus performants
ce qui est l'étal d'art aujourd'hui. Et d'ailleurs, on les a brevetés. Il y a Thierry Kanga qui pose une question. Bonjour, je souhaiterais en savoir plus à propos d'Organic AI et ses applications pour les Smart Cities, les Self-Driving Cars. Comment pourrais-je accéder à des informations plus précises à ce sujet et suivre le développement de ce projet? Donc, je te laisse répondre à ça. Je te laisse répondre à la question, ça me va. En fait, alors attends, je relis la question rapidement. C'est l'application. Tu m'as pas écouté? Si, non, je ne t'écoute pas. Je t'écoute plus. En fait, Organic AI, donc, pour l'instant, on travaille vraiment dessus. Hein, elle est vraiment en développement. C'est quelque chose qui est dans les cartons, qu'on commence à tester sur des problématiques, différentes problématiques. Pour l'instant, c'est des données qui restent encore on va dire confidentielles, enfin, qui restent dans le cadre de l'entreprise. On communique dessus, mais de manière assez globale. On ne rentre pas trop dans les détails. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, cette IA, elle apporte un niveau d'explicabilité bien supérieur à ce qui peut exister dans l'IA actuelle. Et en fait, elle va vraiment expliquer pourquoi elle arrive à un résultat. Un cas typique, vous voyez, pour les voitures autonomes, par exemple, vous voyez un vélo sur l'image de la caméra. Du deep learning va vous dire bon, bah, c'est un vélo parce que je le sais, parce que j'ai appris les vélos et moi je sais que c'est un vélo. Les IA de troisième génération, donc comme Organic AI, vont dire bah, là je vois que c'est un vélo parce qu'en fait il y a deux roues, parce qu'il y a un cadre, parce qu'il y a peut-être une personne sur le vélo, je vois un guidon et la proximité et l'assemblage de tout ça fait que je décide que c'est un vélo. Donc ça c'est vraiment le niveau d'explicabilité qu'on veut atteindre avec l'IA. Et alors il y avait une deuxième partie de la question, est-ce que tu peux revenir dessus, Christian? Ah oui, pour suivre les informations là-dessus, pour l'instant, ça va être vraiment. Il n'y a pas grand-chose comme données qu'on donne. Donc, il faut suivre le site web, il faut suivre les différents événements dans lesquels on participe, les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour l'instant. Nous avons encore une petite question de Gaël Joly. Vous parlez d'explicabilité. Comment mesurez-vous cette explicabilité par rapport à une explication souhaitée? L'éthique, autre, satisfaction utilisateur. Alors, IOU, je sais pas ce que ça veut dire, IOU, je ne sais pas ce que ça veut dire. L'explicabilité, dans notre produit de contrôle qualité, elle se situe au niveau de la localisation du défaut. Et en fait, on peut avoir une métrique, une sorte de score de confiance sur la détection et la segmentation des défauts. La vraisemblance entre ce qu'on a appris et le défaut. C'est ça, exactement. La métrique, c'est une vraisemblance. C'est une vraisemblance. Donc, alors, est-ce que en dessous, il y a des métriques chiffrées? Oui, il y en a. Mais vraiment, pour l'utilisateur, ce qui va être important, c'est de montrer les talons, montrer en fait les talons, montrer l'image réelle et puis montrer les défauts avec ce score de confiance. Je ne sais pas si on a répondu à la question, donc Gaël repose. Donc elle nous explique ce que c'est que IOU, Insertion Over Unions. Il permet de comparer deux ensembles, par exemple deux portions d'une image utilisées dans l'explicabilité en segmentation d'image. On n'utilise pas ça, je pense que non, je ne pense pas. Donc en fait, je sais qu'on en parle, mais dans le produit actuel, il n'y a pas ça. Donc aujourd'hui, on compare par rapport à une vraisemblance entre ce qu'on a appris et ce qu'on voit. Je crois. Alors attends, je crois qu'on. Est-ce qu'on a répondu à votre question, Gaël? Le concept de comparaison de deux images, on a quelque chose comme ça. C'est probablement pas de l'IOU, on va dire classique, mais effectivement, à un moment donné, on va comparer un étalon avec l'image réelle. Et alors là, on fait un tas d'opérations complexes qui nous permet en fait de sortir en fait les défauts. C'est pas une opération uniquement de pixel à pixel. Voilà, c'est pas du pixel à pixel. Pas de problème. On est là pour les questions, Gaël. N'hésitez pas, il y a plus de. Dans le fil d'attente, il n'y a plus de questions. Ah si, il y a Vincent qui pose une question. Bonjour, quelles seraient vos étapes pour adapter votre IA à d'autres types de contrôle de qualité autres que le contrôle visuel? Oui.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. En fait, notre intelligence artificielle est assez souple et adaptable à différents types de capteurs. Aujourd'hui, on étudie nos algos sur du son. De la même façon, on va apprendre ce qui est bon et on pourra détecter toutes les anomalies. Donc aujourd'hui, on a développé une solution dans notre département R&D pour le contrôle qualité sur le son aussi. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Et ça va vraiment sur le même principe. Pareil. De mettre une caméra, on met un capteur de vibration. Avez-vous des questions? On va prendre un peu de temps pour quelques questions. Non. C'était des questions pour moi. Ah. Alors, peut-on considérer que votre système a une phase de training? Oui, il y a une phase d'entraînement, effectivement, où on va montrer au système un faible nombre, une dizaine de pièces différentes. Et à partir de là seulement, on va pouvoir commencer l'instruction. Et là, comme on l'a dit, il y a un apprentissage continu, donc l'apprentissage se poursuit vraiment aussi pendant l'instruction, pendant l'inférence, si on parle en termes d'intelligence artificielle. Je vois que la file d'attente de questions s'est vidée. Encore une petite dernière question. Donc on va arrêter là. Donc on vous remercie tous de nous avoir écoutés. J'espère que notre présentation a été intéressante et vous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur l'évolution industrielle qui doit apporter en France la réindustrialisation. Le Covid-19 nous a fait poser beaucoup de questions et je pense qu'on a un besoin de réindustrialisation. Et c'est à travers l'IA, les investissements en France, qu'on va arriver à reproduire des produits en France. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi je suis convaincu de ça. Alors une autre question de Kevin Bolloré. Avant la phase d'apprentissage continu et après le premier apprentissage, observe-t-on un taux plus important de faux défauts? Alors oui, c'est tout à fait normal parce que en fait, moins on a de données et moins le système comprend en fait. Donc c'est sûr que au fur et à mesure du temps, on améliore les performances avec le continuous learning. Effectivement. Mais tout va dépendre en fait de la variabilité de ce que vous observez. Donc plus c'est variable, plus il faut mettre de données. Est-ce que ça s'arrête là du coup? Je pense. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des personnes du Hubia? Ah, il y a quelqu'un sur le chat. Merci à vous tous. Ouais. Je te laisse. Ok, ça marche. Merci beaucoup pour toutes vos questions et pour être venu aujourd'hui nous écouter. On était vraiment ravis de participer à ce webinaire. Et puis si vous avez d'autres questions qui n'ont pas été répondues, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir d'y répondre par email. Voilà. Voilà, on vous remercie beaucoup. Et on remercie encore une fois le LBA, à la fois pour nous laisser partager notre savoir-faire en tant qu'expert sur le webinaire, mais aussi à nous accompagner sur des projets comme le PACIA. Merci encore à tous. Les personnes du LBA.